on a 4 mois pour sortir officier de l'armée de terre française. Quand je m'engage, je vais connaître la pire période de malchance de ma vie. Première semaine, une tendinite. Après, j'ai eu un traumatisme sonore. La seule entorse que j'ai eue de ma vie, c'était à la cheville pendant cette période de classe. Et le paroxysme de cette période de malchance, on a une mission, c'est de monter le drapeau. Et puis là, j'arrache le drapeau du mât des couleurs, il me retombe dessus. Je vais voir l'instructeur et je lui dis, on a perdu un mec depuis 17h30 hier soir, dans la forêt. Oh là là. Avec le Jaguar. Voilà, je veux revenir à l'emploi rapidement. Si je dois tout refaire, ça me fait pas peur. J'ai croisé quelqu'un qui a un projet avec une PME. Je dis que j'ai quitté un fou pour un malade. On fait 70 heures par semaine. Il y a une pression pour faire du bon travail. Et là, je vais retomber dans la deuxième dépression sévère. Je vais me faire accompagner en thérapie brève. Et la conclusion de cette période, je décide de faire ce que la personne a fait pour moi, pour les autres. C'est là où tu découvres la thérapie et que tu as envie de faire ce métier. Je comprends qu'il est impératif pour moi de m'aligner avec qui je suis en termes de sensibilité parce que c'est ce que je suis. Bonjour Alexis, comment ça va? Bonjour Antoine, très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir que tu sois là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as un parcours incroyable. Tu as commencé en tant que militaire il y a quelques années et tu as fait un virage, je ne sais pas comment le dire, en 180 degrés, 360 degrés. Toi, tu m'as dit en 3D, c'est une bonne récapitulation. Aujourd'hui, tu étais militaire et tu es venu aujourd'hui thérapeute, sexothérapeute, hypnotiseur et conférencier. On va revenir un peu sur ton parcours qui est assez dingue. Et tu me disais que tu as mis 30 ans à t'aligner. Et on va voir aujourd'hui comment faire pour que les jeunes qui sont perdus, ils arrivent à s'aligner et comprendre l'enjeu de là. Donc, on va revenir sur ton parcours. On va voir les conseils que tu peux donner. Est-ce que ça te va? C'est parfait. Alors, déjà, on va revenir un peu à tes débuts. Donc, tu me dis que tu avais fait un bac agro et un BTS vente. Et ça ne t'a pas forcément plu. Tout de suite, tu as voulu aller dans l'armée. Oui. Pourquoi ce choix? C'est vrai que j'ai l'habitude de dire, j'ai commencé les reconversions professionnelles avant de rentrer dans le monde du travail. Je n'ai pas voulu faire de commerce, donc je suis allé à la fac. Et quand j'étais à la fac, j'avais déjà ce secret espoir d'embrasser une carrière militaire. C'est un petit peu dû à une croyance collective familiale instillée par la prédiction d'une voyante que ma grand-mère avait vue avant que je naisse. Elle disait, vous aurez un petit-fils et il sera en uniforme. Alors, est-ce que ça a joué sur cette volonté d'avoir ce cursus militaire? Je ne sais pas. J'étais passionné de pilotage. Et toi, tu étais croyant avec la voyance, tout ça, c'est quelque chose que tu trouvais réel ou est-ce que tu n'avais pas d'attrait par rapport à ça? Sans plus. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on rejetait, que je rejetais. Ça faisait un petit peu partie de la culture familiale. C'était pas prépondérant, il n'y avait pas des récipients avec du sel pour capter les énergies. C'était pas ça. Okay. Du reste, ça revenait quand même dans quelques repas de famille, etc., etc. Et du coup, tu disais, donc, donc là, tu as ta grand-mère qui dit ça. C'était un secret de vouloir aller là-dedans. Oui, et j'étais passionné de pilotage également. Mon rêve, quand j'étais gamin, c'était faire champion du monde de Formule 1. Et j'ai fait donc licence maîtrise administration économique et sociale. J'ai eu l'opportunité de m'engager en tant qu'officier sous contrat à la filière encadrement, mais à vocation pilote d'hélico dans la LAT. La LAT, c'est quoi la LAT pour les gens qui connaissent pas? La LAT, c'est, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est effectivement l'aviation légère de l'armée de terre. Okay. C'est une arme, comme le génie ou l'infanterie. Du coup, je me suis engagé. J'ai renoncé à mon DESS. DESS, c'était alors, c'est l'équivalent des masters maintenant. Ok. Donc, tu as tes études en fait complètement pour te mettre dans l'armée. Ouais. Et là, ça se passe comment? Ça se passe bien? Tu es content? C'est comme tu le pensais? Est-ce que c'est une désillusion? Alors là, je vais connaître, quand je m'engage, c'est le 24 février 2005, il y a 20 ans. Je vais connaître la pire période de malchance de ma vie. Dans le sens où on a 4 mois pour sortir de civil à un officier de l'armée de terre française. Un officier, il doit être en capacité d'exécuter des missions, ce qu'on appelle à l'époque le concept ProTer. Donc c'est des missions standardisées, mais on doit être capable d'encadrer. Donc il y a une sélection qui doit se faire pour permettre cette évolution rapide en 4 mois, qui exige une aptitude forte, de la solidité et qui doit permettre à l'armée de faire
le tri entre le bon grain et l'ivraie, savoir quels sont ceux qui sont venus parce qu'il y avait de la lumière, ceux qui n'ont pas ce qu'il faut. Et cette période-là, elle a été super intense. J'ai connu surtout une période de malchance extraordinaire. Ça veut dire quoi, tu as eu malchance? J'ai eu, première semaine, une tendinite, donc je commence pas bien. Après, j'ai eu un traumatisme sonore à l'oreille gauche, donc j'étais exempt de tir pendant quelques semaines. Parce que tu l'as eu comment? C'est à cause des bruits des armes? Tir au FAMAS. Ok, tir à masse. Ouais. Ok. Tir au fusil. La seule entorse que j'ai eue de ma vie, c'était à la cheville pendant cette période de classe. Donc là, j'ai eu 8 semaines d'inaptitude. Et quand je retrouve l'aptitude, c'est le jour du déroulé chrono du parcours d'obstacles. Ah oui, donc tu n'es pas préparé, quoi. Donc je ne suis pas préparé. J'ai surtout perdu énormément de foncier. Heureusement, j'avais fait une préparation militaire cadre dans l'été d'avant, donc je connaissais le franchissement de technique, mais je n'ai pas la préparation physique. Et au 10e obstacle, ça clignote de partout, je suis au bord de l'évanouissement. Et le paroxysme de cette période de malchance, c'est quand je suis caporal de semaine et qu'on doit monter les couleurs bataillon. Un bataillon, c'est 2 compagnies. Une compagnie, c'est 120 personnes. Donc avec l'encadrement, il y a 250 personnes sur les rangs. Et là, le lieutenant-colonel qui commande le bataillon me dit attention pour les couleurs, on répond protocolairement après mon colonel. Et lui, il dit envoyer. Et là, on a une mission, c'est de monter le drapeau en haut du mât des couleurs. Et on ne peut pas faire échec mission, on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Ouais. Et là, la drisse, c'est le nom de la cordelette qui sert à monter le drapeau, se met à devenir beaucoup plus dure, progressivement, sans qu'il y ait d'explication. Ah, genre tu commences à rouiller limite en fait un Ouais. peu. Ok. Oui. Mais tu peux pas t'arrêter. Oui, tu veux dire, attendez, ça rouille. Et oui, et puis tu peux pas le dire. Donc, je me mets à tirer de plus en plus fort. Et puis là, j'arrache le drapeau du mât des couleurs, il me retombe dessus, devant tout le bataillon. Là, le colonel, il se retourne, il dit bon, ben, c'est des choses qui peuvent arriver. Mon sous-officier adjoint, il me dit Desjardins, tu vas dans la latte, tu vas faire des vols expérimentaux. Le CDU, il me dit Desjardins, le CDU, c'est le capitaine qui commande la compagnie d'instruction. Il me dit va te faire des envoûtés. Et finalement, ces 2 mois se terminent par un stage commando où là, les planètes se sont réalignées. Il y a énormément de casse. Le stage commando, on voulait être breveté. Il faisait 2 semaines. Un stage pour être breveté, il doit en faire 3. Donc les instructeurs ont dit ok, vous voulez être breveté, on va rajouter la 3e semaine dans la 2e. C'est genre être officiel. Hein, on a fait le stage et on a réussi le stage. Ok. Mais du coup, un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est que là, pendant tes mois où tu te prépares dans l'armée, où tu n'as que de la malchance, à aucun moment ils te disent rentre chez toi, tu n'es pas prêt, reviens plus tard. Toi, tu veux quand même continuer, même si tu es blessé, même si tu es en galère, etc. D'abord, ils n'ont pas la main sur ça. Ouais. Donc, il y a de la pression psychologique. Mais la pression psychologique, elle sert aussi à vérifier que la personne qui fait ses classes, elle est structurée de ce point de vue-là pour pouvoir encaisser une certaine pression. Il y a des gens que j'ai connus qui ont été projetés en Afghanistan. Moi, ça n'a pas été mon cas. Sur des théâtres avec des conflits de haute intensité. Donc, ça fait partie de la sélection. Oui. Et on parle de sélection naturelle. Donc moi, j'ai souvenir, alors c'était pas adressé à moi directement, mais à un autre qui était dans une situation pas forcément plus avantageuse. Il dit, c'est la sélection naturelle. Donc, à un moment donné, tu sais où est le chemin. Ouais. Okay. Et on revient, du coup, tu as été en stage de commando de 3 semaines, tu disais. Ouais. Et là, ils ont dit, vous voulez être breveté du stage commando, alors on va rajouter la 3e semaine dans la 2e. Okay. Donc, on a dormi 4 heures sur 5 jours. Ah oui, c'est vraiment comme dans les films, c'est genre tu dors 1 heure par nuit. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai le souvenir que on s'endormait debout. Donc, debout, on s'endormait et on se réveillait alors qu'on était en train de tomber. Et là, il y a eu énormément de casse. Il y a eu peut-être un tiers de l'effectif qui a été cassé ou qui a abandonné. Et moi, j'ai fini facilement. Ok. Sans qu'on sache vraiment ni comment ni pourquoi. Ensuite, je suis arrivé en septembre à Dax pour faire l'école de pilote d'hélico. La formation sol se passe.
Difficilement. Je suis avant-dernier avec 17 de moyenne. Ok. Et là, on est avec un panel de direct, de l'air, de Saint-Cyrien, de semi-direct. Donc le niveau, il est très très élevé. C'est pas le niveau d'une école prépa, mais c'est l'intensité d'une école prépa. C'est-à-dire qu'on fait 8 heures de cours et après on va bosser le soir. Ah, ça change complètement de ce que tu as vécu en fait ces derniers mois. Oui. Et on va bosser jusqu'à la Toussaint, minuit, 1 heure. Après, je dis, faut arrêter. Donc à 23 heures, on éteignait. Et j'enchaîne sur la phase vol. Mhm. Et je vais faire échec au bout de 55 heures, où l'école va me dire, en fait, on t'arrête là, après ce qu'on appelle un conseil d'instruction. Parce que pour former un pilote d'hélico à Dax en 2005, c'est 120 heures la target. Ok. Et ma courbe de progression, Ah, t'es tous les vols sont notés, m'a mené à une projection de 125 ou 130 heures. Ah. À l'époque, on est à 9500 € de l'heure Et là, sur le gazelle. c'est de ta poche ou c'est genre. Non, là, Non, c'est l'institution. ok, ouais, qui te paye après en échange des années de service ou c'est pas. Oui, on s'engage, ouais. Ouais, on est déjà engagé. Et tu savais pourquoi ta courbe de progression, elle n'était pas comme il fallait? C'était toi qui n'y arrivais pas? Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que c'était inconscient? Il y a énormément de facteurs qui vont expliquer l'échec. Moi, je dis, je suis responsable pour moitié, l'école pour l'autre moitié. Il y a une expérience. Déjà, je pense que j'avais peur du vol et j'avais surtout peur de moi-même. Ok. Il y a quelques années auparavant, j'ai fait une formation d'initiateur en escalade. Et le premier appel que j'ai posé dans la séance que j'encadre, Mhm. c'est-à-dire que j'ai déjà fait du rappel, j'en ai déjà installé plusieurs dizaines et je sais faire. Là, j'arrive sur un site que je ne connais pas et on m'a donné un conseil qui était bon, mais l'exécution de ce conseil était mauvaise, donc ça, c'est ma responsabilité. Ce qui m'amène à faire une erreur technique et l'erreur technique me conduit à faire une chute de 5 mètres. Comme fait Tom Cruise dans Mission Impossible 1, où il s'arrête à ras du sol. Et je vais dévaler la falaise en 1 seconde. Mais du coup, je vais imprimer avec un ancrage négatif, d'abord dans le corps, pour ceux qui font de la PNL, un ancrage kinesthésique, que cette chute-là, verticale, dans ce vecteur-là, est associée à d'abord une mise en danger, Ouais. mais aussi à une responsabilité qui est la mienne. Oui, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. C'est un peu ça le truc. Oui, mais c'est surtout que ça, je vais l'engrammer, Ok. comme on dit en thérapie, dans mon corps et dans mon esprit, inconsciemment. Et quand on fait le stage pilote à Dax, on doit apprendre à faire ce qu'on appelle vulgairement un atterrissage d'urgence. Le terme technique, c'est une autorotation. Ok. Et pour s'entraîner, on va simuler une panne. Et dans la gazelle, il y a un voyant qui s'allume et le moniteur dit panne. Et là, on doit procéder à l'exercice de style de l'autorotation. L'autorotation, ça se passe comment? On est sur une finesse avec des hélicoptères qui sont beaucoup moindres que celles des avions. C'est-à-dire qu'on va devoir récupérer des tours rotors, c'est-à-dire faire tourner le rotor le plus rapidement possible pour pouvoir, lorsqu'on arrive à 20 mètres sol, tirer les tours rotors, c'est-à-dire mettre une incidence sur les pales plus importante, de manière à ce qu'il y ait une traction qui s'oppose à la chute, pour ralentir la cellule. C'est-à-dire que genre toi, ton hélico, t'as l'hélice qui tourne, toi tu tournes aussi et tu essaies de. On fait accélérer le rotor, Ok. et quand en gros, on dit panne, et là, on va baisser le pas général, celui qui sert à monter, descendre, de manière à arriver à une accélération de la chute. Donc, tu te dis, déjà, tu vas te cracher, donc là, tu vas te cracher plus vite. Ouais. Et le but, c'est d'atterrir en sécurité. Donc, on te dit panne, et là, tu vas accélérer les tours rotors pour pouvoir venir faire ce qu'on appelle un flare et ralentir et venir glisser comme ça. Ok. Mais quand on dit panne et qu'on doit baisser le pas général comme ça,
il y a cette sensation physique qui est similaire à celle que j'ai connue dans le rappel. Et c'est en devenant formateur en PNL que j'ai décodé À ce qui t'est arrivé ce qui après. m'est arrivé. Ok. Donc il y a cette partie-là qui n'a pas joué. Il y a eu une phase, la base 2, où j'ai eu un moniteur avec qui ça ne s'est pas bien passé. Et j'ai pas dit que ça se passait pas bien, alors que dans la latte, on cherche à faire sortir tous les pilotes. Donc il y a une conjonction des événements. À partir du moment où j'ai fait des vols de nuit et où la durée de vol est passée de 2 heures à 3h30, 4 heures et moins de sommeil, de récupération, il y a ce qu'on appelle l'arlequin. L'arlequin, c'est la notation des vols avec un code couleur. Ok. Ça va de rouge, jaune, vert, bleu. Et quand il y a cette bascule-là, où on augmente le nombre d'heures de vol par jour et qu'on diminue le temps de récupération, mon arlequin il a commencé à devenir moins joli, à virer au jaune-rouge. Et ensuite, j'ai fait échec en me sabotant en partie. Et suite à ça, du coup, là, tu es comment psychologiquement là? Donc là, il se passe quoi? C'est-à-dire que tu as arrêté l'armée, tu veux continuer là-dedans? Comment t'es? Et là, je me retrouve, je ne suis pas pilote, je ne serai pas pilote breveté, puisqu'il n'y a pas de seconde chance à Dax. Je n'ai pas mon DESS. J'ai toujours voulu être militaire parce qu'il y avait cette croyance qui m'avait marqué. Donc je décide de continuer, puisque dans mon engagement, je voulais faire militaire pilote d'hélico et non pas, je voulais être un pilote dans l'armée et me servir de l'armée pour piloter. Ok. Donc pour moi, ça fait sens de poursuivre le parcours militaire. Et là, je me reconvertis, je vais dans l'arme du génie. L'arme du génie, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? C'est ce qu'on appelle les sapeurs, ce sont les soldats du génie, et vont apprendre tout ce qui est appui à la mobilité. Donc c'est aider les troupes de mêlée à franchir les obstacles, leur aider à progresser sur le champ de bataille. Ça va être le déminage, mais ça va être aussi la contre-mobilité. Donc c'est empêcher les troupes ennemies d'avancer. Donc la destruction d'ouvrages, la pose de mines. Voilà, c'est essentiellement ça dans la dimension génie-combat. Et ça, à ce moment-là, est-ce que toi, tu le vis bien? Combien de temps tu restes? T'es comment là-dedans? Sur l'idée de poursuivre, ça va. J'arrive à Angers. À Angers, c'est l'école d'application du génie. C'est là où on apprend le métier du soldat du génie. Et là, on va avoir une année un petit peu noire dans l'encadrement, où l'encadrement est pas bon. Et on régresse sur beaucoup de points. C'est pas un secret. Voilà, on pourrait passer longtemps. Voilà. Ça n'a pas été une bonne année en termes d'instruction. On est 80 à avoir ce sentiment-là. Ça ne vient pas de tout à fait nulle part. Et j'arrive en régiment sur une grosse phase de projection où le régiment va être engagé sur différents théâtres d'opération. Et moi, je suis engagé sur la Guyane avec ce qu'on appelle une section de marche. Okay. La section de marche, c'est composé de plein d'éléments qu'on va regrouper pour faire une unité. Et donc, les commandants d'unité qui partent en opération ne prennent pas les moins bons avec eux pour aller faire les opérations extérieures. Et je me retrouve avec une section composée un peu de briques et de brocs. Surtout, parce que la section, c'est ce qu'on en fait. On dit que la troupe est à l'image de son chef. Là, toi, tu es chef de la troupe à ce moment-là. Moi, je suis chef de la troupe. Et je pars en faisant une préparation où je n'ai pas l'encadrement qui va venir avec moi. Et j'ai un adjoint qui est non volontaire. Oh là. Donc, la préparation, c'est du 10 au 20 novembre. Je fais ça avec des chefs de groupe qui ne sont pas ceux que j'aurais. Et l'adjoint qui n'a pas envie de partir et qui finalement partira sous pression de plusieurs personnes parce que c'est pas bien, etc. Quelqu'un qui n'est pas formé génie combat, puisqu'il y a génie combat, mais il y a aussi tout ce qui est infrastructure, voilà, les travaux pour schématiser.
Et lui, il a cet aspect-là. Donc, il n'a pas une culture génie combat, et puis surtout, il n'a pas l'esprit. Et là, du coup, ça se passe comment quand tu es sur le terrain? Là, moi, inconsciemment, le matin, je me lève, j'ai pas envie. Hein. Ouais, Je sens que ça va aller au carton, et on va aller au carton, dans le sens où on va être engagé sur le stage commando du CEFE, le centre d'entraînement en forêt équatoriale. Ce que je veux dire, c'est que la section, elle a pour but d'assurer la mission Harpie, c'est lutte contre les orpailleurs clandestins. Dernièrement, là, sur le cours du dernier semestre, je crois qu'il y a un gendarme qui est décédé encore en opération. Donc c'est un contexte qui est opérationnel. Oui. On ne part pas en opération extérieure. Le lieutenant, qui est un camarade de section, de division d'application, qui a commandé la section avant la mienne, puisque ça tourne, hein, les missions, on va armer ça à tour de rôle. Il a engagé le feu avec un orpailleur. On est plutôt sur un truc qui est chaud. ops. Ouais, c'est chaud. Ouais. On n'y va pas à la fleur au fusil en se disant c'est bon, Oui. c'est une mission de garde. Et moi, je pars avec cet effectif-là. On va faire le CEFE. Le CEFE, il y a un cours d'instruction, un cours de survie, parce que tu as donc le milieu opérationnel, avec les dangers qu'il comporte. Il y a un jaguar dans la zone d'instruction. Et la zone d'instruction, elle forme en gros une espèce de moitié de trapèze, un triangle. Et il y a le Maroni, le fleuve, qui va border la zone. Okay. Donc, on nous explique en tirant un azimut. Un azimut, c'est pour prendre une direction et s'y tenir pour aller là où on doit aller. C'est 5800 millièmes l'azimut de sécurité. On arrive au bord du fleuve et on attend. Et heureusement, Sissoko, caporal Sissoko, dont j'ai un très bon souvenir, avait écouté le cours. J'ai fait 2 divisions d'application. Donc j'ai côtoyé des anciens, donc c'est-à-dire des sous-officiers qui ont fait des concours de 2 natures différentes, donc qui ont de l'expérience du corps de troupes, qui ont vu des lieutenants arriver en régiment. Et le discours des anciens disait, par exemple, on ne caporalise pas, on est lieutenant, on commande à notre niveau. Et moi, j'avais l'idée de ça, qui était une bonne chose. Commander à son niveau, on s'appuie sur la chaîne de commandement, on fait notre taf, notre travail, les autres éléments de la chaîne le font également et on remplit les missions. Et il y a un cadre d'ordre qui est contrôle PAM. PAM pour personnel, armement, munitions. Savoir si tu as toutes tes billes. Okay. Et le soir du premier l'installation, le soir de l'installation, je dis contrôle PAM à mon adjoint et l'adjoint demande au chef de groupe contrôle PAM. Et là, c'est PAM RAS, personnel, armement, munitions, rien à signaler. On a tout le monde. Je dis ok, très bien. Et là, j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas contrôlé. Le lendemain, on se lève, on se rassemble pour 6 heures en tenue. On va présenter au chef instructeur. Je suis tombé sur le chef le plus énervé. Et je dis, chef, j'avais demandé contrôle PAM. PAM RAS, mon lieutenant, on a tout le monde. Je dis, ok, il y a l'effectif, tac, tac. L'instructeur dit, très bien, mon lieutenant, vous prenez l'échauffement. Et là, j'entends, il est où Sissoko? Il est où Sissoko? Je vais voir les engagés. Il est où Sissoko? Sissoko, il n'est pas là, Sissoko. Je vais voir son chef de groupe. Je dis, il est où Sissoko? Et là, il me dit, il est à Regina. Et le chef de groupe, c'était indirect. Il sortait de sa formation initiale. L'autre chef de groupe était un semi-direct, un peu plus expérimenté. Et moi, je sais que Sissoko, il n'est pas à Regina. C'est quoi Regina? Regina, c'est un point. C'est un point stratégique. Quoi, il y avait une mission où il y avait 4 personnes qui faisaient de la garde. Okay. Et je sais que
Sissoko, il n'est pas là. Parce qu'à un lieutenant, on va lui demander d'exécuter une mission. On ne lui demande pas de savoir où sont ses 27 Oui. personnels en tout temps. Parce qu'il y a des chefs de groupe qui, eux, ont 8 personnes Ok. à gérer avec des chefs d'équipe, où il y en a 3. Et au chef de groupe, on attend que lui sache en permanence où sont ses mecs. Ok. Et là, il y avait un truc qui clochait. Donc, je vais voir l'instructeur et je lui dis, on a perdu un mec. Il me dit, c'est une blague. Je dis non. Depuis quand 17h30 hier soir, dans la forêt, Oh là là. avec le jaguar. Donc là, on arrête. Enfin, l'encadrement arrête le stage. Ils font la mission de récupération de Sissoko, qui Ouais, avait genre, bien écouté. alors quadrillage ou genre vous quadrillez la Ouais, maison et tout. Ouais. ils ont des méthodes de. C'est encadré par la Légion. Ce sont des personnes qui maîtrisent parfaitement le milieu, qui sont opérationnels, qui sont formés, qui sont compétents. On récupère Sissoko. Sissoko, Mais il était où du coup? il était au bord du fleuve parce qu'il il avait fait l'azimut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ce que je comprends dans la question, c'est qu'à 17h30, on s'est installé au PK numéro 3 en portant tout ce qui était nécessaire pour l'installation du camp. Et il y a ce qu'on appelle des layons dans la forêt. Le terme, on dit selva là-bas. Et bien avec les cartons de ration, il a perdu le layon et il est allé tout droit quand il devait tourner un petit peu. Et il n'a jamais retrouvé le layon. Et il s'est retrouvé tout seul, perdu. Et quand il a fait nuit, il a pris l'azimut de sécurité. Il est rentré au bord du fleuve. Il a fait le hamac. Il est resté comme ça toute la nuit parce que le jaguar lui faisait peur. On peut le comprendre. Le jaguar, c'est vraiment un vrai jaguar ou Oui. Ok. Non, c'est pas. C'est pas un terme C'est pas technique. fait pour décorer dans l'histoire. C'était une réalité du terrain. Donc là, on arrête. On fait des comptes rendus. Dans l'armée, on fait beaucoup de comptes rendus manuscrits avec un gabarit pour donner les explications. Le lendemain, je vais voir le chef de centre, je lui explique. Et puis il dit ben, très bien. Il dit pas ça. Il dit il n'y a pas de raison, donc vous partez pour faire le stage. Et moi là, psychologiquement, je ne suis pas du tout. Ah ouais. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que le stage s'arrête. Le chef, à un moment donné, il vient me voir, il me dit mon lieutenant, tapez-moi. Il est au bout de sa vie, il va se marier, donc il voulait que je frappe pour que lui m'allonge, hein, m'étende par terre en répondant à ça. Et parce qu'il n'en pouvait plus, parce que c'était une catastrophe. Oh là là. Donc ça n'a pas été facile. Ouais. Et suite à ça, du coup, tu avais parlé que tu devais aller au Liban, c'est ça? Alors, un an après, je devais être projeté et je reviens à Dax. Et il y a eu d'autres événements qui sont passés au régiment. Ça serait un peu long à raconter. Mais je ne suis pas dans un environnement humain favorable. Pas très bienveillant, pas très honnête intellectuellement. Et je reviens à Dax. Et à Dax, je reviens là où j'étais à l'école, où j'ai fait échec. Et il y a des événements à Dax qui font que ça va me faire basculer dans la première dépression, grosse dépression, où là, je manque de me battre avec l'adjoint avec lequel je devais partir au Liban. Moi, j'ai des pensées suicidaires depuis l'âge de 9 ans. Celle que j'ai exprimée à ma mère en sortant de Cahors dans la voiture où je disais je veux me pendre. À 9 ans, tu voulais déjà. Voilà. Et elle m'aura accompagné 30 ans. Ça, c'est les deux jalons en termes de date qui expliquent les 30 ans d'alignement. Donc, quand je suis dans la forêt, j'ai déjà pensé à retourner le FAMAS. Et là, quand on me dit tu vas partir au Liban avec cet adjoint
avec lequel tu as failli te battre parce qu'il était complètement bourré et qu'il avait décidé que le dimanche, on ne faisait pas bosser les mecs parce qu'ils avaient trop bossé. Avec ce qui s'est passé entre les deux, là, je ne suis pas en capacité de m'engager au Liban sans dire que je ne vais pas me tirer une balle ou autre. Donc, je vais voir la médecin de garnison et je pars en arrêt pour la première dépression. Et là, donc, tu es en arrêt. Et là, tu veux faire quoi? Là, tu veux arrêter? Là, je vais arrêter. Donc, ça dure 2 mois. Par chance, le chef de corps a la présence d'esprit de me rattacher à son état-major. Donc, je retrouve un environnement humain qui, lui, sera honnête, si ce n'est bienveillant, au moins honnête, ce qui me permet de montrer que je suis un officier digne de valeur comme n'importe quel autre, et non pas ce qu'on a pu laisser entendre. Donc, je vais faire du travail de dossier, plutôt. Les dossiers sont bien menés. Donc là, tu quittes le terrain pour aller plus dans les bureaux en tant que militaire bureau, quoi. Ouais. Et le gestionnaire, qui a des besoins pour armer des temps de commandement. Il y a 3 temps de commandement dans un parcours d'officier. Lieutenant chef de section, commandant d'unité, c'est-à-dire personne qui a commandé une compagnie. Après, il y a chef de corps qui commande un régiment, a des besoins pour armer une compagnie dans le domaine du soutien. Et je vais finir par commander dans le domaine du soutien. Donc, le domaine du soutien, c'est d'aider les gens. Administration générale, soutien commun, c'est RH, administratif, financier, la nourriture, le cercle mess, l'alimentation, le soutien pétrolier, technique. Et tout ça, c'est des fonctions qui sont armées par des militaires. Et ces militaires-là ont des métiers de spécialistes, mais il faut qu'on les conserve militaires. Donc mon métier, c'était de les conserver militaires en forme opérationnelle, qui sachent tirer et prêts à être envoyés sur des théâtres. Et là, ça s'est évanoui? Tu es toujours en dépression à ce moment-là? Tu veux toujours arrêter l'armée ou c'est... Non, là, ça va. Moi, je me suis rétabli. Je sais que je ne vais pas faire carrière. Et le gestionnaire, quand il me propose de re-signer mon contrat, il me propose un bureau dans le nord de la France, dans un régiment. Ça ne me plaît pas, donc je décide de quitter. Donc c'est là où tu arrêtes l'armée? Oui. Donc là, tu vas chercher un nouveau boulot? Ouais. Donc là, tu as fait l'armée. Et ce qui m'a dit intéressant, c'est que tu étais tellement en recherche d'un boulot, tu étais prêt à avoir des stages pour trouver un nouveau boulot. Genre, c'est quoi ta psychologie à ce moment-là? Là, je quitte, donc, dans le contexte de la préparation à la reconversion, un officier, un militaire du rang, un sous-off, on dit qu'il faut 2 à 3 ans pour préparer sa reconversion. Moi, la décision d'arrêter, elle arrive 6 mois avant la fin du temps de commandement et mon contrat s'arrête 4 jours après avoir rendu la compagnie. Donc, dans les 6 mois, je n'ai pas le temps de faire une reconversion puisque quand on commande, on n'arrête pas de commander pour se préparer. C'est quelque chose qui est sacré. On donne tout ce qu'on a à la compagnie parce que les soldats ont besoin d'un capitaine qui assure la fonction. Donc, je fais juste un bilan de compétences et le bilan de compétences arrive à une conclusion assez évidente de faire adjoint dans une PME. Bon, en 2014, on est sur un contexte fin de crise économique de 2008. Les chefs d'entreprise n'ont pas de gros salaires à donner à des adjoints. Donc, j'ai peu d'entretien. J'échange avec un ancien militaire qui est dans une association, Implique Action. Et là, il me dit, mais pourquoi pas le commerce? Tu as fait un BTS force de vente. Les militaires ont des qualités pour le commerce. J'envisage cette voie-là, donc je me mets à postuler aux annonces que je voyais auparavant, que je ne considérais pas. Donc ingénieur commercial chez Konica, chez Canon. Je postule, je n'ai pas de réponse. Et là, ça me contrarie. Et comme je suis plutôt quelqu'un d'actif, de dynamique et aime à obtenir ce qu'il veut, je vois passer un stage à destination des étudiants de BTS, donc celui que j'ai fait il y a 10 ans en arrière, ou de licence pour faire du phoning, pour prendre des rendez-vous pour les commerciaux. Et là, je vais envoyer une candidature spontanée pour le stage au chef des ventes chez Canon. Et lui, qui a une 50aine d'années,
voit très bien l'image d'un capitaine qui a commandé une compagnie, face à qui on met au garde à vous 120 personnes tous les matins pour faire l'appel pour démarrer. Il dit pourquoi ce mec-là, avec cette carrière, ce profil, veut faire un stage pour prendre des rendez-vous pour les commerciaux dans la bureautique où on se fait maltraiter au téléphone parce que personne n'a envie d'être embêté pour des rendez-vous Ah de oui, cet je ordre. pense que c'est horrible. C'est genre, ça va être dur comme métier. Et du coup, ça suscite sa curiosité. Il me convoque. Je lui dis, voilà, je veux revenir à l'emploi rapidement. Si je dois tout refaire, ça ne me fait pas peur. Donc, je veux faire le stage, rentrer dans l'équipe et puis évoluer. Donc, c'est ce qui se produit. Et là, tu as quel âge à ce moment-là pour que les gens comprennent un peu genre, Là, j'ai 35 ans. C'est vrai que là, à 35 ans, tu refais une reconversion à zéro, quoi. C'est-à-dire que Oui. limite, tu balayes en fait ce que tu as fait à l'armée pour recommencer une carrière. C'est ça. Et tu n'as pas peur et l'image que tu donnais aux gens autour de toi, c'est pas quelque chose qui te bloquait en disant bah c'est bizarre, c'est pas normal. Non, peur non. J'avais un objectif. J'étais très très tourné sur l'objectif. L'objectif, c'est revenir à l'emploi, redérouler un parcours dans le civil. Et ce que j'ai pour moi dans cette expérience, c'est l'expérience de l'encadrement. Donc c'est transposable dans le civil et ça aurait pu se traduire dans une entreprise quelconque. Et là, tu me disais que tu es resté 3 ans à peu près chez Canon. J'ai fait 3 ans et demi chez Canon. Et ça finit comment? Pourquoi tu as voulu partir? Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de vente a changé, le directeur a changé. Donc il y a eu ce que j'appelle Koh-Lanta. C'est-à-dire que Konica est arrivé. Konica, c'est les bleus, Canon, c'est les rouges. Et puis à la réunification, les bleus ont mangé les rouges. Donc les perspectives d'évolution se ferment. Moi, j'ai pas envie de faire de la bureautique toute ma vie. Le commerce, c'est pas ce qui m'épanouit. Donc, je vais suivre un collègue dans une entreprise d'édition de logiciels. Okay. Et là, je tombe sur quelqu'un qui est colérique, qui me crie dessus. Et je redeviens face à lui le petit enfant terrorisé face à son père qui lui hurle dessus. Et là, ouais, en plus, t'as quoi? T'as 38 ans à ce moment-là? Là, j'ai pas tout à fait 38, si 38 ans. 37, je vais avoir 38 ans. Et là, tu te dis quoi? Tu dis que tu veux partir, que c'est pas possible? Là, je dis ça peut pas continuer. J'ai croisé quelqu'un dans l'association qui a un projet avec une PME spécialisée dans le service aux entreprises. Et il me dit, bah, viens, tu fais 10 ans avec moi, après je te file le départ, tu continues, et puis voilà, plan de carrière tout tracé. Et je dis que j'ai quitté un fou pour un malade. Et le bon? Non. Le bon, là je vais ressombrer, là. Je vais aller plus bas encore. Donc là, tu as un autre échec, et là tu requittes quelqu'un pour revivre un nouvel échec. Ouais. Parce qu'il se passe quoi à ce moment-là? Bon, on fait 70 heures par semaine. Le rêve idyllique, en fait, c'était sur le papier, mais la réalité… Oui, c'est pas structuré. Les contrats sont pas rentables, donc il y a une pression pour faire du bon travail avec de mauvais outils. Ce qui fait que moi, je peux me lever à 4h30 le matin pour aller gratter les sols de tel supermarché, alors que normalement, il y a ou des agents d'entretien dont c'est le métier, ou des chefs de secteur qui doivent les encadrer. Quand tu fais 70 heures semaine, ce qui n'est pas une expression, hein, c'était ça, hein, c'était 14 heures par jour. Ça dure pas longtemps. Alors avec des écrits, là aussi. Oui, c'est pas une bonne ambiance. Et là, je vais retomber dans la deuxième dépression sévère où je vais me faire accompagner en thérapie brève. Et la conclusion de cette période, donc là, c'est 39 ans, l'alignement. Je décide de faire ce que la personne a fait pour moi, pour les autres. Exactement, c'est de permettre aux personnes de le faire. Parce qu'on ne fait pas à la place des gens qui viennent en cabinet. On leur permet de réaliser leur travail. Et c'est là où tu te découvres en fait pourquoi tu as envie de travailler. En fait, c'est là où tu découvres la thérapie et que tu as envie de faire ce métier. Oui, surtout,
je comprends qu'il est impératif pour moi de m'aligner avec qui je suis en termes de sensibilité, en termes de... Alors c'est très contrasté parce que je peux être hypersensible, mais je peux être aussi très dur, puisque j'ai appris à être dur. Ouais, ton passé militaire Euh, a fait, tu coupes toute émotion et en même temps, tu peux être hyper sensible à écouter les Pas gens. que militaire, mais ce que j'ai pu Oui, vivre dans l'enfance, le harcèlement. Mon père qui a fait 2 dépressions, qui était malade des nerfs, et il y avait un climat qui était un peu délétère à la maison. Euh, donc j'ai appris à être dur. C'est Lacan qui dit, si on n'écoute pas le corps qui sait, il va serrer et il va devenir rigide. Et le corps va se transformer en un corset. Si on n'écoute pas le corps qui sait, alors il se transforme en un corset. Il devient de plus en plus rigide et de plus en plus cassant. ok. Euh, mais si tu tapes sur quelqu'un, il va se refermer et il va se rigidifier. Euh, donc, ce que je comprends à 39 ans, c'est que je dois m'aligner avec moi-même, véritablement, mon essence même. Cette capacité aussi à réfléchir en dehors de la boîte. Les Anglais disent out of the box. Euh, parce que c'est ce que je suis. Et du coup, là, à ce moment-là, donc comme tu disais, tu peux travailler dans la thérapie, tu commences à faire une formation, et là, tout se passe bien. Là, tu es comment? Là, tu sens que tu as trouvé ta voie, ça devient un long fleuve tranquille ou tu as encore des galères? Comment c'est? C'est pas un long fleuve tranquille, mais j'ai trouvé ma voie. Je me forme d'abord en hypnose en PNL, en approche systémique, et je vais installer mon cabinet le 6 janvier 2020. Année compliquée? Mais ça va, je vis bien le confinement. La deuxième année, quand je vois que la clientèle a du mal à venir, là, je commence à mettre en place une aggravation de la dermatite atopique qui me suit depuis toujours. Alors là, j'ai pas compris, donc Donc tu as dit. là, c'est un gros mot qui dit eczéma. Ok. Ah, Euh, c'est lié au stress, c'est genre. Psychosomatique, alors c'est aussi génétique. J'ai ça depuis l'âge de 3 mois. Ça m'a valu des difficultés à l'école parce que tu étais différent. Et là, ça devient sévère. C'est-à-dire que là, je vais mettre en échec tous les traitements possibles. Aujourd'hui, je fais des injections en biothérapie à 600 € la seringue tous les 15 jours pour réussir à réguler ça. Euh, donc, je me dis, en fait, j'ai pas le choix. Je me suis séparé 1 an avant. J'ai pas de filet de sécurité. J'ai pas d'unfair avantage avec une situation familiale ou une partenaire de vie qui peut assurer derrière moi. J'ai réussi dans ce changement d'entreprise coup sur coup à me séparer et à me faire financer quand même l'achat d'une maison que j'occupe encore. Ce qui n'a pas été facile avec 4 mois d'ancienneté. Pour passer d'un projet à l'autre, j'ai dégrafé plus de 1 000 € net sur mon salaire. Donc il faut vendre le projet au manque. Et je ne savais pas que j'allais faire ça, mais cette maison que j'acquiers est idéale puisque je peux y installer mon cabinet. Donc au moment où je comprends qu'il faut que je me spécialise et que l'intérêt de travailler en sexo est avantageux. Et au moment où la fin de la rupture conventionnelle arrive, tout s'aligne et j'ai le chiffre qui vient compenser mes charges. Parce que du coup, c'est quoi, enfin, être sexothérapeute, c'est quoi l'objectif pour les gens qui ne connaissent pas? Parce qu'on peut imaginer, c'est quoi? C'est les gens qui ont des problèmes intimes, c'est... Oui, c'est exactement ça. C'est les accompagner à régler leurs problèmes d'ordre sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, ou relationnel dans le couple, parce que des fois, ce sont les interactions. Et on va le faire avec différents outils. Moi, je viens des thérapies brèves, donc je parle d'un courant qui est celui de la sexothérapie brève que je développe. C'est l'utilisation des outils des thérapies brèves pour résoudre les problèmes d'ordre sexuel type éjaculation précoce, dysfonction érectile, anéjaculation, anorgasmie, quelqu'un qui n'arrive pas à jouir, ce genre de choses. Et ça, les gens, ils sont pas... Alors, je me dis, je fais l'extérieur, mais je me dis, les gens, quand ils viennent, ils sont pas gênés. Enfin,
n'y a pas un blocage qui se fait ou genre comment c'est. C'est Robbins qui dit, Tony Robbins, il dit on ne change que lorsque ça fait suffisamment mal. Ok. Euh, Ah, donc s'ils viennent, il- c'est que c'est vraiment sur un oui. point. Ok. Ouais. Ok. Et là, et en même temps, tu veux devenir hypnotique. Donc là, tu commences l'hypnose à ce moment-là ou Là, je suis déjà formé en Ouais, tu fais hypnose. déjà l'hypnose, mais là, c'est de l'hypnose thérapeutique. Oui, Et tu me disais que tu allais sur l'hypnose un peu plus spectacle. oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ou expliquer aux gens la différence entre l'hypnose qu'on peut voir à la télé avec Mesmer, où c'est vraiment les gens, ils partent vraiment dans des rôles, et le thérapeutique, et est-ce que l'un peut aller avec l'autre? Comment ça se passe? Souvent, on oppose l'hypnose de spectacle à l'hypnose en cabinet. Euh, et je pense que c'est intéressant d'apporter la précision suivante, la nuance. On va parler d'état de transe, d'état hypnotique, état de dissociation et de travail sous hypnose. Et pour moi, avec ma carte du monde, l'état est relativement proche. Il y a des profondeurs de transe qui sont différentes, mais c'est le travail avec cet état-là qui va différer. Dans l'état de transe qu'on va utiliser en cabinet, on va chercher à apporter des ressources à la personne pour qu'elle fasse un travail qui lui permettra de résoudre sa situation. Dans l'hypnose de spectacle, on va induire un état de transe d'une autre manière, plus rapide souvent. Si on travaille en cabinet avec une approche de Milton Ericksonienne, mais le but, c'est de faire un travail aussi, et ce travail-là, il consiste à créer du divertissement. Et on ne fait en hypnose que ce qu'on a envie de faire pour soi. On ne peut pas forcer les personnes à faire quelque chose qu'elles ne voudraient pas faire malgré elles. Oui, genre par exemple, si tu dis saute du pont, il ne va jamais sauter parce qu'il y a le côté inconscient que c'est dangereux, etc. Donc, s'il commence à jouer un rôle comme on peut voir à la télé, c'est que la personne accepte ce côté-là. Oui, oui. Non, Sauf qu'il faut être quand même prudent avec ce genre d'exemple Ok. parce qu'on est fait de partie. Et s'il y a une partie chez cette personne qui est Ah oui, dépressive dépressif et tout. et qui se dit mais ouais, la vie à ce moment-là, elle vaut mieux le coup d'être Ah oui, il interrompue. l'accepte et du coup. Ouais. Donc Ok. on va éviter de conseiller ça. En revanche, en cabinet, enfin, ou d'illustrer ça comme ça, en cabinet, moi je peux dire, si je vous demande de faire la poule, ce que je fais jamais, ni en cabinet, ni Bien en sûr. spectacle, mais c'est l'exemple. Si je vous demande de faire la poule, ben alors je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que vous allez pouvoir vous dire que vous êtes en cabinet pour faire un travail sur vous, pour résoudre une difficulté d'ordre sexuel, et donc vous ne ferez pas la poule. Ouais. Mais si vous dites dans la croyance que vous avez Ça va dans l'aider. l'ordre animiste avec les animaux totems, etc., et que vous allez vous reconnecter à l'énergie du coq, et le coq c'est le roi de la basse-cour qui honore toutes les Ok, poules, ouais. alors peut-être vous ferez la poule. Ok. Et c'est, comment dire ça? Tu as le côté de, est-ce que tout le monde peut devenir hypnotiseur ou est-ce qu'il faut un don? Est-ce qu'il faut une. C'est souvent, il faut avoir on dit, il faut avoir une voix posée, il faut. Est-ce que. En fait, c'est une technique de communication qui va favoriser l'état de transe. Donc ça s'apprend. Ok. Tout le monde peut apprendre l'hypnose. Quand j'étais à Dax, pilote, les moniteurs qui avaient 2, 5, 10 000 heures de vol avaient coutume de dire que n'importe quelle grand-mère pouvait devenir pilote d'hélico. Sauf qu'il leur faudrait 300 heures peut-être. Ça, c'était pour ramener l'humilité des jeunes Ok. pilotes en formation à là où elles devaient être. Mais pour l'hypnose, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont être talentueuses d'un point de vue évident, naturel, c'est en elles. C'est inné la façon de poser la voix, en effet. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de travailler beaucoup plus. Mais à partir du moment où on pratique et qu'on fait les choses comme il faut, comme c'est un état de conscience modifié naturel que tout le monde connaît, après c'est juste une question de rencontre, de moments, de personnes, d'état physiologique qui va favoriser ou non l'émergence de cet état. Donc tout le monde est sujet et tout le monde peut apprendre. Et par exemple, est-ce que tu peux m'hypnotiser ou pas? Ou genre, ça se passe comment? Genre, est-ce que je me dis, est-ce que du coup, on voit souvent le truc où tu es comme ça, tu restes bloqué, les choses comme ça. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Comment ça se passe? Est-ce que genre là, tu peux me dire, genre, dors et je peux dormir ou. Mais là, on peut le faire. Ouais. Tout ce qui va compter, c'est le fait que tu te concentres et que tu imagines. Ok.
C'est les deux mots-clés de l'hypnose. Après, il faut juste que la personne le veuille. Et une fois qu'elle a compris que c'est ce qu'on appelle dans la pratique de l'hypnose le pré-talk, on va parler avant pour expliquer comment ça se passe. Ok. Et tout peut se dérouler. C'est sur le spectacle une aptitude à mettre en place très rapidement cet état d'hyper-réceptivité qui va faire qu'on aura des très bons clients qui vont pouvoir faire le show. Ok. Et comment tu sais que c'est un bon client, tu peux le On découvrir? a des tests. Ok. Et les tests, il y a effectivement le test de suggestibilité avec les doigts qui vont être collés comme ça. Il y en a d'autres. On va faire coller les mains. On peut faire des livres ballons, ce genre de choses. Ok. Et on va sélectionner Ok. les personnes qui répondent le plus vite, le plus favorablement à ces tests. Ok. Et là, par exemple, si tu me dis un test, est-ce que là, par exemple, pour toi, je peux être réceptif rapidement ou pas? Moi, je ne sais pas, Ok, tu peux pas savoir. mais je vais partir du principe, parce qu'on travaille avec la prestance et le prestige, et Ok. puis la confiance en soi, que tu vas l'être, Mhm. et que l'état va être induit rapidement. Ok. Si tu commences à être mou dans ta conviction, fébrile, tu n'amènes pas avec toi l'énergie qui favorise l'émergence de l'état. Ok. Ok. Non, c'est vrai parce que d'un côté, je me suis toujours dit, genre, j'arrive à, je sais pas comment dire, genre, je me dis, j'arrive à avoir ce côté de, je me vois à la troisième personne, donc j'arrive à comprendre Ouais, en que position méta. voilà, donc ça, je me dis, ok, je contrôle mes mots même sur mes hypnoses, mais d'un côté, j'ai envie de lâcher prise, de me dire, tiens, je vais voir ce qui se passe quand vraiment on te dit, genre, dors, est-ce que genre, je dors vraiment ou est-ce que je suis tu vois, genre, c'est. Tu vas être là sans être là. Dans ce pré-talk, moi, on utilise des images. Ok. Je vais te demander, est-ce que tu conduis? Est-ce que tu as déjà vécu le mode automatique où tu es en train de conduire et à un moment donné, tu te dis comment tu as fait pour arriver jusque-là parce que tu n'étais pas vraiment aux commandes. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ça t'est jamais arrivé? Non. C'est drôle, ça arrive souvent. Après, moi, je fais pas de trajet répétition en voiture. Donc, Ouais. c'est souvent des trajets de nouveaux que je connais, mais c'est genre tous les mois, donc c'est pas tous les jours. Quand tu lis un livre Ouais. et que tu as les yeux qui parcourent les mots et que tu remontes en arrière parce que tu n'as pas imprimé. Ouais, ça m'arrive tout le temps. Mais après, moi, je suis dyslexique, du coup, c'est le côté de j'ai beaucoup de mal à me projeter quand je lis un Oui, livre. mais c'est pas exactement ça. Ah ouais? C'est tu lis les mots Ah, mais il n'y a pas de sens. et Genre, tu n'imprimes même pas. ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Moi, ça m'arrive souvent. C'est genre, je lis un livre, je peux lire 10 pages, mais genre, je lis les mots, mais en fait, je lis sans comprendre ce que je lis. Ouais. Et ça, c'est. Ça, c'est l'état de transe naturel. Quand tu étais au collège, à la fac, et qu'à un moment donné, tu es dans le vide, ou qu'il y a quelqu'un qui bug. Ouais. Là aussi, il y Ah, a quand une tu forme phases de un peu. dissociation Ok. où il y a la séparation entre le conscient et l'inconscient. C'est ça, les expériences Et naturelles. par exemple, est-ce que tu vois ce que c'est le flow? Voilà. Est-ce que du coup, l'état de transe un peu que tu as, est-ce que c'est un peu comme le flow? Donc le flow, pour qui ne connaît pas, c'est un peu genre l'état où quand tu fais un sport ou une activité, tu es en hyper concentration et tu as ce côté où tu comprends tout, tu vois tout, c'est un peu la même chose parce que tu te déconnectes du monde extérieur aussi un peu pour te. Oui. Là, on serait plutôt dans le courant de l'hypnose humaniste, que je maîtrise beaucoup moins, où il y a une forme d'hyperconcentration. Et il y a cet état de transe qui va se manifester également. L'état d'hypnose et la méditation sont très très proches. Ce sont des états de conscience modifiés très très similaires. Et le but, c'est de faire quelque chose de ça. Ok. Et là, si on revient un peu aux personnes, quand tu disais sur ton alignement, tu as assez à t'aligner. Les gens toi, qui ont à peu près mon âge, qui sont encore dans la vingtaine, début vingtaine, fin vingtaine, nous, à notre âge, même je pense que tu n'es pas à ton âge, tu as peur de changer de voie, tu sais pas trop ce que tu fais, mais tu te dis, ouais, mais si je commence à changer de métier, je reprends mes études, j'ai un peu raté ma vie, etc. On le voit avec toi que ce n'est pas du tout le cas, que tu l'as fait plusieurs fois, même plus âgé, et aujourd'hui, je pense que tu es très épanoui dans ce que tu fais. Comment on peut savoir ce qu'on fait est la bonne chose? C'est ce que je veux dire, c'est comme. D'abord, il y a des choses à raconter. On est sur le. J'ai jamais eu comment dire. J'ai jamais fait attention au qu'en dira-t-on. Ok. C'est au regard qu'on portait sur moi. Ouais. En PNL, on va parler de références internes ou références externes.
référence interne, la réponse, elle est en moi. Je vais avoir besoin, c'est pas parce qu'on va me dire que ça fonctionne comme ça que je vais acheter la solution ou le propos. Il y a des personnes qui sont références externes parce que c'est écrit dans les livres, alors c'est la vérité. Donc, comme je suis référence interne, le jugement d'autrui m'a jamais vraiment beaucoup affecté. Ok. Ensuite, il y a une notion d'ego qui va renforcer ce mécanisme-là dans la vision de l'autre, la vision qu'on a de soi et la vision qu'on veut renvoyer aux autres. Mais surtout, l'alignement, moi je crois beaucoup dans les apports de Jung, et Jung dit, si tu n'écoutes pas ce que l'univers t'envoie, alors il va te le renvoyer toujours plus fort jusqu'à ce que tu comprennes. Ok. Donc le faire pour les autres, d'une manière ou d'une autre, en t'alignant ou en ne t'alignant pas, c'est jamais la bonne solution. Parce que de toute façon, tu seras à un moment donné rattrapé par la réalité qui s'impose à toi et sur cette façon d'être aligné ou non. C'est pas une nécessité, c'est pas une obligation d'être aligné. On peut être pas parfaitement aligné et très heureux, et c'est un choix. Et dans une partie de vie, en conscience, on décide que c'est le meilleur choix qu'on a à faire pour nous à ce moment-là. Oui, Il n'y a pas d'injonction à s'aligner. bien sûr. Il y a des personnes qui sont alignées qui ne le savent pas, et inversement. Tu vois, elles ne sont pas posées la question. Il y a des personnes qui ne sont pas alignées qui, elles, ne le savent pas. Là où ça devient gênant, c'est quand ça crée des douleurs. Oui. Moi, je pense souvent plutôt aux gens qui ne sont pas forcément heureux dans leur vie, qui ont du mal, qui subissent leur vie, on va dire, mais qui ne savent pas où aller pour en fait avoir cet apaisement. Et est-ce que tu as Les outils. ouais, des outils, c'est ça? Ouais. Alors, je fais une conférence, c'est Mettez de l'art dans votre vie pour aligner, respirer, transformer, dans laquelle je vais donner des outils. Sur l'alignement, il y en a 2 que je partage. C'est un travail avec l'enfant intérieur. Dans le monde de la thérapie, il y a beaucoup de protocoles de travail avec l'enfant intérieur. Mais on peut simplement inviter les personnes à rendre visite à leur enfant intérieur et leur demander, alors on peut créer un état de transe ou non, mais leur demander s'il est heureux pour la personne que nous sommes devenus, s'il est fier de nous. Et on peut le faire par domaine, professionnel, familial, amical, sentimental. Je pense un peu au film, je ne sais pas si tu l'as vu, où tu as référence de L'âge de raison avec Sophie Marceau. C'est où du coup, à 7 ans, elle avait fait sa liste de tout ce qu'elle voulait faire quand elle était grande. Et quand elle est adulte, en fait, elle est complètement l'opposé. Et elle revoit voir son enfant intérieur qui va lui faire faire, en fait, qui elle voulait être. Ouais. C'est un peu ça, un peu l'idée. C'est ça. Et on peut lui demander d'évaluer sur des critères de 1 à 10. Ok. Voilà, et voir comment il raisonne. Pas comment il raisonne, mais comment il répond. Ça, c'est un premier Encore aussi. outil. Le deuxième, il y a, son nom, on pourra le mettre en commentaire, c'est les travaux de Gisela, mais je n'ai jamais le nom exact, c'est la roue des permissions, permission de la vie, où c'est un cercle divisé en camembert par domaine, et au centre, c'est 0. Et on va retrouver à l'extérieur, donc 10, par camembert, différents pans de la vie. Loisirs, famille, couple, travail, santé, habitat. Et par camembert, on va positionner le niveau de notre permission de 1 à 10. On va relier les points et on va avoir une roue qui se dessine. Et on va voir comment elles roulent facilement ou non. Souvent, elles sont un peu biscornues et on voit que ça ne roule pas bien. Et on va inviter les personnes à équilibrer la roue sur les 2 domaines en mettant un point à 1 ou 2 clics plus loin et voir comment cette roue s'harmonise, qu'est-ce qui change. Mais surtout, on va engager les personnes à mettre des actions concrètes pour atteindre ces 1 ou 2 points dans les 2 domaines qui pêchent le plus. Okay. Voilà, ça c'est une autre manière de s'aligner. Okay. Après, en PNL, il y a tout le travail sur la ligne du temps, la visualisation. On peut projeter la personne dans le temps et dire, tu te vois où, dans quel domaine.
on va mixer, donc la ligne du temps, c'est une des constantes stratégiques avec les niveaux logiques de Diels, Robert Diels. Il a repris les travaux de Bateson sur la pyramide, je ne veux pas dire d'erreur, mais il me semble que c'est bien ça, la pyramide de Diels, où lui il a fait l'alignement. Et par domaine, environnement, comportement, capacité, croyance, valeur, identité et la mission. Et dans 5 ans, faire visiter cette pyramide, c'est quoi l'environnement? Ah oui, savoir si ça a suivi ou pas, ou si... Ouais, avec le cadre comme si. On fait comme si on était dans 5 ans et on voit l'environnement. Moi, je sais, dans mon environnement, dans 5 ans, je ne serai pas psychopraticien en cabinet du lundi au vendredi. Oui, je vois. Et donc l'alignement, c'est aller vers la mise en cohérence entre la situation présente et future qui est imaginée. Ok, merci beaucoup Alexis. Est-ce que, pour la conclusion, est-ce que tu as un lien pour tes conférences que je peux mettre en description ou pour te retrouver en cabinet ou pas? Oui, alors il y a mon site web, c'est ihumanisme.fr. Ok. Après, il y a les réseaux sociaux où sur la partie cabinet, ça sera plutôt Alexis, sexologue. Sur la formation, on est sur Impulsion Formation, qui est un site dédié aux formations du domaine du bien-être, en hypnose, en PNL, en sexo. Et puis sur LinkedIn, je travaille beaucoup avec LinkedIn. Voilà, mon axe de développement, c'est les conférences, beaucoup en entreprise. Bah, vous avez les liens en description de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez aimé, vous pouvez juste mettre un like, un commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Au revoir. Merci. Merci.